existé tous les deux. Confucius, on est sûr, hein, il y a des traces. Lao Tzu, on hésite parfois, mais je pense qu'il a quand même existé. C'est un peu comme le Christ, il a laissé quand même des traces. Le Tao Te Ching, il y a des témoignages. Je pense qu'il a vraiment existé. Quel siècle à peu près? Le 5e siècle avant notre ère. Lao Tzu. Mais contemporain de Confucius. On dit même, selon la légende, c'est pas prouvé, ils se seraient rencontrés, le courant ne serait pas passé, et Confucius serait resté dans la Chine de l'Est, donc là où il y a toutes les richesses, enfin près de la mer, et puis Lao Tzu serait allé dans l'Ouest, dans les montagnes, donc on l'aurait un peu oublié. Quoi. Alors, j'en viens maintenant d'abord à la présentation, parce que sur l'homme lui-même, on ne sait pas grand-chose, en fait, sa vie est assez mystérieuse, donc j'en dirai rien. La doctrine, alors la doctrine, elle s'appuie sur le Tao, avec les deux substances ou énergies ou polarités, on peut parler de polarité complémentaires, que sont le yin et le yang. Le yin, c'est le vide, le yang, c'est le plein. Je commence par la dualité la plus fondamentale. C'est ça qu'il faut retenir. D'abord, le vide et le plein. Il n'y a pas de plein sans vide. Et d'ailleurs, pour Lao Tzu, le vide est premier. Bon, c'est un peu comme l'œuf et la poule, à la limite. Un vrai taoïste, un néo-taoïste aujourd'hui dirait qu'en fait, il y a une coprésence entre le vide et le plein. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y a avant, l'œuf ou la poule, hein, pour reprendre la grande question d'Aristote. On ne saura jamais qu'est-ce qu'il y a en premier. Certains diront la poule, les matérialistes diront la poule, parce que c'est l'être réalisé, mais les spiritualistes diront, bah oui, mais il y a quand même l'idée qui vient avant la chose. L'architecte, il a d'abord le plan de sa maison, donc l'œuf, c'est un peu l'idée en quelque sorte. Moi, je dirais que c'est le coq. Oui, alors c'est encore une point de vue. Forcément. Oui, on a oublié le coq. Enfin, coprésence, l'idée de coprésence est intéressante hein, quand même dans le taoïsme. Dans le néo-taoïsme plutôt, parce que les taoïstes ne parlent pas de coprésence, mais ce sont les néo-taoïstes, dont je parlerai à la fin. Donc ces deux substances s'interpénètrent, un peu comme c'est représenté par la balle de tennis, effectivement, bonne réflexion. On a une balle de tennis, d'ailleurs je vous conseille, si vous avez le tennis et le Tao, vous avez un très beau livre qui s'appelle le Tao du tennis, qui analyse le tennis du point de vue du taoïsme. C'est magnifique, hein, pour ceux qui aiment le tennis. Il y a le Tao de la physique aussi. Oui, ça c'est Voilà, plus intense, si je puis dire. Hein. C'est complexe, très intéressant, alors que lecture d'été, quand vous êtes fatigué, ça se lit très bien. Le Tao du tennis. Entre deux parties de tennis, c'est pareil. Et le Tao du pénis, c'est pas c'est encore autre chose. Il y a aussi de la sexologie taoïste. J'en parlerai pas spécialement, mais dans le débat, c'est oublié. Ça veut dire vide et plein. Comment? Ça veut dire vide et plein ou ça veut dire autre chose? Non, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord vide et plein, ensuite c'est le vide. C'est le plein d'abord. Attends, le yin c'est le plein, c'est ça? Le yin c'est le vide. Non, ah non, le yin c'est le vide. C'est le vide. Et Ah, le plein c'est le yang. Ah, le yin c'est l'obscur, le yang c'est la lumière. Le yin, je donne pas tout, hein, je donne les principaux. Le yin c'est l'eau, le yang c'est le feu. Le yin c'est le concave, le yang c'est le convexe. Voilà, donc le creux et la montagne par exemple. Le val, d'ailleurs souvent les taoïstes vont dire le yin c'est la montagne, le yang c'est la montagne, le yin c'est la vallée. Il n'y a pas de montagne sans vallée, hein. C'est une explication classique pour toutes les choses, pourquoi pas. Le yin c'est le féminin, le yang c'est le masculin, on dira aussi que l'homme c'est plutôt le yang, le yin c'est le fait de la femme, le passif c'est le yin, le yang c'est l'actif, la poésie c'est plutôt yin, la science c'est plutôt yang, etc. On peut multiplier la matière et l'antimatière, etc. On pourrait multiplier à l'infini. Mais il y a toujours, comme vous le voyez très bien sur ce schéma qui est excellent, effectivement, vous avez toujours un point de yin dans le yang et un point de yang dans le yin. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas cartésien, c'est pas carré, c'est pas comme voilà, en Occident, on va avoir un cercle coupé en deux, par exemple, entre le bien et le mal, par exemple, ces représentations un peu manichéennes. Justement, l'erreur des Occidentaux, c'est de croire que le yin et le yang, c'est aussi le bien et le mal. Non, les Chinois ne seraient pas d'accord, ni Lao Tzu, ni Confucius d'ailleurs. La pensée chinoise est hostile à tout manichéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien absolu, de mal absolu. Le mal, c'est la maladie. C'est le résultat d'un déséquilibre, justement, entre le yin et le yang, que ce soit en l'être humain, ça sera la maladie, physique ou mentale, hein, qu'importe, ou dans la société, ça sera la guerre, le conflit, la grève, etc., la crise économique, enfin, tout ce qu'on connaît bien en France. C'est pire, parce qu'au moins on n'a pas la guerre civile, enfin, pour l'instant en tout cas. Mais bon. Donc tous les déséquilibres de la société peuvent aussi être interprétés avec ce principe qui est assez génial, effectivement, du yin et du yang, qui doivent toujours être en mouvement. L'un doit toujours embrasser l'autre, comme les deux gouttes d'eau qui s'interpénètrent, toujours qu'il y ait une interpénétration entre les deux. Ça, c'est donc pour l'instant les principes de base, vous voyez, qui sont assez simples.
Et ce qui est surtout intéressant, c'est ma deuxième partie, ce sont les applications. D'ailleurs, un taoïste dirait que c'est impossible de donner un cours, enfin là c'est un exposé qui se veut bref, hein, mais c'est impossible de parler du Tao, quoi, et du taoïsme même. Ça doit se pratiquer, sinon on n'y comprend rien. Théoriquement, c'est très simple, ça se résume effectivement au Tao, au Yin et au Yang, et au mouvement entre les deux. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc il faut en venir aux pratiques du taoïsme. Puisque très vite le taoïsme s'est posé comme une philosophie pratique, je dirais, qui avait pour but, ça c'est important, la longévité en bonne santé. Hein. Il ne s'agit pas d'être sous perfusion, de vivre jusqu'à 120 ans dans un état déplorable, comme ça arrive à pas mal de gens aujourd'hui. Non, il s'agit de vivre vieux, le plus vieux possible, puisque la vie est un bien pour les taoïstes, mais en bonne santé. D'ailleurs, bon, ce sont des mythes, hein. Il y a aussi un aspect très religieux dans le taoïsme, ça j'ai oublié de le préciser, c'est important, le taoïsme peut être vécu, là, aujourd'hui, j'en parle comme d'une philosophie plutôt, hein. Même si on est dans un café Théo. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être, c'est une véritable religion, il y avait des prêtres taoïstes avec des exorcismes, il y a une croyance dans l'au-delà, il y a des dieux et des démons, des déesses, tout ça, il y a une mythologie, on peut vraiment vivre le taoïsme comme une véritable religion. Mais ici en Occident, on le prend plutôt comme une philosophie. C'est un peu comme pour le bouddhisme, hein. On ne peut pas mettre d'étiquette. Est-ce que c'est juste une doctrine, une sagesse? Certains vont dire que c'est juste une sagesse, une doctrine, une philosophie, une religion. En fait, c'est tout ça à la fois. C'est sûr ça que pour le taoïsme, la vie est un bien, ou bien c'est une interprétation? Ah non, mais ça c'est tous les taoïstes qui le disent. Hein. Ils attachent une importance très grande à la vie. Ils parlent très peu de la mort. D'ailleurs, il n'y a pas véritablement de doctrine de l'au-delà. On imagine qu'ils y ont cru quand même, parce que tous les Chinois y croyaient plus ou moins, il y a le culte des ancêtres quand même, hein, ils le respectent. Mais c'est l'immortalité physique qui les intéresse. Qu'il y ait une vie après la mort ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, il n'y a aucune trace de réincarnation. Ils n'y croient pas. Les taoïstes ni les confucéens. Il n'y a pas de croyance en la réincarnation. Ça, là-dessus, je suis formel. Hein. Il n'y a aucune. Parfois, on peut forcer les textes, mais non, il n'y a aucune trace de réincarnation. Et d'ailleurs, on peut avoir des lectures, même pas athées, mais en tout cas laïques du taoïsme, en disant il n'y a pas forcément de trace de l'au-delà non plus. Effectivement. Ça, c'est plus du chamanisme chinois, parce qu'il ne faut pas oublier que le taoïsme, comme le confucianisme, viennent sur une base chamaniste où là, l'au-delà est évidemment omniprésent. C'est évident dans toute l'Asie. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas forcément l'idée d'un au-delà dans le taoïsme, il n'y a pas non plus l'idée du contraire, hein. Il n'y a pas de réponse à cette question, y a-t-il une vie après la mort? Ça les intéresse moyennement, on va dire. Mais ce qui est sûr, il y a de la divination, comme le fameux, justement, le Yi King, Yi Jing, hein, livre des mutations, qui est quand même, bon, qui est très ancien, mais qui est quand même davantage repris par les taoïstes, qui s'intéressent beaucoup à la divination, à l'avenir, prévoir l'avenir, etc., la bonne santé, les exorcismes, justement, comme je disais. Donc les taoïstes s'intéressent vraiment à l'individu. Et là, c'est là où il est révolutionnaire en Chine, puisque la culture chinoise, c'est une culture collectiviste, même encore aujourd'hui, hein, par rapport à l'Occident. Le Confucius va s'intéresser surtout à la société, donc au collectif. Peut-être aussi pour ça qu'il va avoir plus que le néo-confucianisme, en tout cas, va devenir en quelque sorte la religion, entre guillemets, ou l'idéologie d'État pour la Chine, alors que le taoïsme sera toujours un peu considéré comme la pensée rebelle. Bon, parce que c'est une pensée individualiste qui n'est pas, qui est à contresens du courant dominant de la Chine, qui est un courant très collectiviste, où l'individu doit vivre pour le groupe, l'individu doit vivre pour sa famille. Et c'est ça qui est intéressant quand même dans le taoïsme, c'est qu'on voit que là, il y a quand même une philosophie chinoise qui met en avant l'individu, une sorte d'individualisme chinois. Ce qui peut expliquer pourquoi les Chinois s'adaptent si facilement à l'individualisme occidental. Aujourd'hui, en Chine, on fait beaucoup de choses comme en Occident. On copie l'Occident et on améliore même les choses, hein, dans beaucoup de domaines. Mais au niveau des mutations, il n'y a pas de Lao Tzu alors? Non, c'est plus ancien. C'est beaucoup plus ancien, voilà, c'est plus ancien que c'est au moins 3000 ans, on dit, avant. C'est le front commun. Un front commun. Ça existe en traduction aussi? Comment? Oui, bien sûr. Ah oui, Il y a de grosses traductions. Étienne Perrault. Oui, il y a des traditions. D'ailleurs, pour vous donner une image, on pourrait, si on compare Lao Tzu à Confucius, on pourrait dire que Lao Tzu est à Confucius ce que Nietzsche était à Kant, hein, si on transpose à l'Occident, pour aller vite. Hein. Kant s'intéresse beaucoup à la société, à la manière dont il faut vivre en société, à la morale justement, alors que Nietzsche, lui, balance tout ça, et ce qui l'intéresse, lui, c'est l'énergie personnelle, l'énergie vitale, la volonté puissance. Bon.
pourrez faire le parallèle en quelque sorte. Donc j'en viens maintenant aux pratiques taoïstes, qui sont, alors pour être simple et rapide, je vais répertorier ça en 3 domaines de pratiques. Il y a les pratiques d'abord pour la santé. On ne va pas oublier que la longévité est un but à atteindre, et la bonne santé. Il faut être bien dans son corps pour être bien dans son esprit. Santé physique et mentale, bien sûr, mais d'abord santé physique quand même, pour les taoïstes. Premier domaine, c'est la médecine chinoise, ce qu'on appelle la médecine chinoise, qui est surtout la médecine taoïste, qui part en fait avec 3 domaines différents, qui sont la diététique. D'abord, on est ce qu'on mange, comme vous avez fait Feuerbach. Pour un Chinois, on est ce qu'on mange. D'ailleurs, en Chine, vous avez des restaurants diététiques, des restaurants pour la santé. Vous mangez selon vos problèmes de santé. Ça existe encore aujourd'hui, c'est même revenu à la mode, paraît-il. Donc, bien manger, c'est le début du bonheur, comme dit la pub, et le début de la santé, surtout. C'est le bon sens. Donc, diététique chinoise qui est basée sur le yin et le yang. Il y a des aliments yin et des aliments yang. Vous avez des corps qui sont plutôt yin, indépendants du fait d'être un homme et une femme. Il y a des hommes qui peuvent être de tempérament yin, il y a des femmes qui peuvent être de tempérament yang. Ça n'a rien à voir, oui. Yang, ça va être par exemple celui. Yang, c'est féminin. Yang, c'est masculin normalement. Mais il y a des femmes yang, il y a des hommes yin. C'est quoi les aliments yin et yang? Je vais vous donner quelques exemples. Je ne connais pas tout. Il y a des livres qui sont consacrés à ça spécialement. Par exemple, c'est les aliments qui excitent, comme le café, le thé, le piment, le ginseng, ça sera yang. Alors que les soupes, les aliments plutôt qui ont moins de goût. Le sucré, le salé, non? Oui, le sucré sera plutôt yin, le salé sera plutôt yang. Voilà. Par exemple, le type yang, ça sera quelqu'un qui aura tendance à faire de l'hypertension, c'est le nerveux, qui va être forcément très, très mince, alors que le type yin, ça sera celui qui n'est pas nerveux, le calme, un peu paresseux, mais qui a tendance à prendre de l'embonpoint plus facilement. Voilà. Plus rond. Voilà, plus rond. Ça dépend. Oui, c'est un exemple. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste des pratiques, surtout alimentaires, donc je reste un peu à la surface. Mais en tout cas, je sais que ça marche, puisqu'un médecin chinois de médecine taoïste m'avait ausculté une fois quand j'étais allé en Corée. J'avais mangé de la viande pimentée le matin en revenant de l'avion, j'avais presque pas envie, donc ça m'a fait mal à l'estomac. Et ma belle famille m'a emmené chez le médecin taoïste, qui était coréen, mais de médecine taoïste. Alors déjà, il m'a touché le ventre, il m'a dit c'est où que ça fait mal, et puis dès qu'il m'a touché le ventre, déjà j'avais moins mal. Je pense qu'il avait quelque chose quand même dans les mains. Ils sont toujours très humbles, les Asiatiques. Vous avez un pouvoir magique dans les mains, c'est pas possible. Non, bon. L'effet placebo, ça. C'est peut-être l'effet placebo, oui. Et puis après j'avais plus mal au ventre, alors il m'a pu me. Mais c'est parti d'un seul coup pratiquement. Pour moi, c'était presque un miracle. Bon, entre la vie et la mort, j'étais peut-être moins malade que durant Berger. Il ferait bien d'aller voir le. Pour lui donner l'adresse. Il avait eu un médecin taoïste sous la main, c'est dommage. On aurait aidé. J'avais vraiment très Il aurait pu faire sa c'est conférence. parti presque pour rien. Peut-être. Et il m'a demandé et puis je sais pas comment il a su, en me touchant certainement, il m'a dit vous êtes de type yin, il faut que vous mangez plus de yang, c'est-à-dire le café me fait du bien, moi je suis pas mon café, je dors, de toute façon il me dit oui vous êtes quelqu'un qui a tendance à être souvent fatigué, etc. Donc je prends du ginseng, ça marche aussi bien. Café, ginseng, piment, tout ce qui est yang, alors il m'a donné quelques conseils, je les ai suivis, et ça m'aide beaucoup depuis. J'ai tenu compte de ce. C'était il y a combien d'années tout ça? Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Ah oui, c'est ça. Oui, à peu près 20 ans. Passons les obsèques. Pratiquement. Sais-tu si la viande est plutôt. La viande est plutôt yang. La viande est clairement yang. D'ailleurs, les femmes sont plutôt végétariennes. Il y a plus de femmes végétariennes que d'hommes. Oui, effectivement. Voilà. Hitler et Wagner étaient végétariens. Oui. Et oui. Donc ça c'est la diététique. Bon alors il y a d'autres choses, je ne rentre pas dans les détails. Dans la médecine, il n'y a pas que la diététique, il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième grand aspect de la médecine chinoise, d'inspiration taoïste, c'est l'acupuncture. C'est-à-dire faire circuler l'énergie yin et yang harmonieusement dans le corps, à travers des points énergétiques. Et ça se popularise de plus en plus. Maintenant, même les médecins occidentaux, qui étaient jusqu'à présent allergiques à tout ce qui venait d'Asie, peuvent faire des formations en acupuncture. Je connais un médecin, le docteur Astor, aussi, qui a fait une formation en acupuncture.
Et parce qu'en fait, maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Jusqu'à présent, on ne savait pas trop. On a le système sanguin, le système lymphatique, mais il y a un système énergétique qu'en Occident on ne connaissait pas, mais qu'un médecin occidental a réussi à cartographier. Et il a dit, ah bah finalement, les Chinois avaient raison. Ce qu'on appelle les méridiens. Les méridiens, voilà. Système de méridiens, merci. Les méridiens. Mais Vous avez des méridiens qui sont chargés plutôt d'énergie yang, d'autres qui sont chargés d'énergie yin. Vous n'êtes pas bien, vous êtes malade ou pas bien, parce que bon, c'est plutôt préventif, l'acupuncture, ou des maladies pas trop graves, hein. Ça aide à arrêter de fumer, ou si vous avez une maladie très grave, ça suffira peut-être pas, bien sûr, mais bon, c'est plutôt préventif. La médecine chinoise, d'ailleurs, en général, est plutôt préventive. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je crois que l'acupuncture était très ancienne. Ah, c'est très ancien, hein. Donc ça précédait le... Oui, ça a précédé, mais les taoïstes l'ont repris, c'est un peu comme pour le Yiking, ils ont repris beaucoup de choses qui existaient déjà. Oui, tu as raison, c'est plus ancien. La diététique aussi est plus ancienne, mais les taoïstes ont beaucoup repris ça. Ils le sont accaparés parce qu'ils n'avaient plus que ça qui leur restait, puisque les néo-confucéens avaient le pouvoir en quelque sorte. Donc forcément, ils vont aller dans les choses de la vie intime, même les traités de sexologie, ils sont très anciens, mais les taoïstes vont reprendre ça avec la théorie du Sengmin, et là d'ailleurs c'est le même principe que l'acupuncture, hein. Je fais quand même une petite parenthèse sur la sexologie taoïste, c'est l'idée qu'il faut mélanger le yin et le yang, que ce soit dans notre propre corps ou entre hommes et femmes. D'ailleurs les taoïstes diront dans la relation hommes et femmes, ils sont vraiment très très larges, ils disent des tempéraments sont différents, il faut ni trop ni trop peu. Trop vous vous épuisez, donc vous risquez de mourir vite. Trop peu, bah, ça stagne, les énergies sont stagnantes, donc il y a des maladies qui se développent, donc vous ne vivez pas longtemps non plus. Vous trouvez un équilibre. Après, chacun est différent. Les taoïstes sont très très larges pour ça. Ils disent, bon, à chacun de connaître son tempérament. Voilà. Il y a des médecins peut-être spécialisés pour ça, qui, dans le taoïsme, qui vous disent, bah, vous en faut beaucoup, vous en faut pas trop. Voilà. Quel que soit peut-être votre désir, d'ailleurs, ça peut être le côté contraire. Enfin, voilà. Pour la longévité, il sublime ça. Ah oui, oui, oui. C'est des C'est ça. exercices. Des exercices pour retenir la semence, pour ne pas la gaspiller. Exactement, des exercices très très précis. Qui font un peu penser au tantrisme, mais il y a une grosse différence, on va faire le contresens, c'est que pour les taoïstes, c'est pas une question de réalisation du divin qui est en nous. Hein. Tout ça, c'est pas leur truc. Hein. C'est simplement pour le bien-être physique et psychique, quand même. C'est pas une réalisation spirituelle. Hein. Donc ils mettent pas, il n'y a pas une importance aussi grande qui est donnée à la sexualité dans le taoïsme que dans le tantrisme, par exemple. Hein. Parce que parfois on a tendance à faire un petit peu l'erreur. Reich, notamment, je pense, il a développé la bioénergie sur une base taoïste, mais il a extrapolé. Hein. Il a un peu confondu volontairement. Wilhelm Reich, le dissident de Freud. Ah oui, c'est un psychanalyste. Oui, je pense que son interaction du taoïsme est un petit peu discutable. Remarquable le traumatisme de la naissance. Oui, c'est un penseur intéressant, ceci dit, mais parfois il est peut-être allé parfois trop loin, il me semble. Bon. D'ailleurs, Freud s'en méfie. Hein. D'ailleurs, Freud l'a viré de son groupe. Il le trouvait trop sulfureux. Bon, Freud-Lehmann, il se droguait. Enfin. Oui, mais ceci dit, oui, c'était quand même un peu un électron libre. Mais, donc, deuxième aspect de cette thérapie, si je puis dire, taoïste, de cette médecine taoïste, chinoise taoïste, c'est ce qu'on appelle aussi l'énergétique chinoise, c'est tout ce qui est lié à l'acupuncture, mélange du yin et du yang. Voilà. Il faut effectivement, parce que les problèmes viennent des blocages d'énergie. Parfois vous avez un méridien yang qui est bloqué, donc avec des aiguilles, vous allez débloquer, comme un barrage que vous enlevez à travers une piqûre. Ça fait un tout petit peu mal, et ensuite vous êtes censé aller mieux. En général, les gens disent oui, on se sent mieux, parce que vous avez permis à cette énergie yang de circuler à nouveau, ou à l'énergie yin qui vous manque. On a toujours des énergies qui manquent. Hein. Il y a trop de yang ou trop de yin. On ne peut pas enlever le yin et le yang, puisque pour la médecine taoïste, donc on va rajouter ce qui manque. On va débloquer le barrage, pour que l'eau yin puisse circuler à nouveau, ou l'eau yang. Bon, après, dans les détails, je ne suis pas un expert non plus. Mais le principe est très clair, hein, il me semble. Hein. Il faut que les choses se mélangent pour l'harmonie. Pareil dans les relations entre êtres humains, notamment entre les sexes. Bon, le yin et le yang, hein, vous voyez bien, il y a une interpénétration qui peut faire penser à la relation amoureuse entre l'homme et la femme aussi. Et troisième domaine, c'est tout ce qui est lié aux exercices, à la respiration, ce qu'on appelle aussi les arts martiaux de l'école interne, comme par exemple le Qigong, qui est très bon, le Qigong, oui,
qui est d'ailleurs reconnu par l'OMS aujourd'hui. Hein, c'est très bon pour la santé, ça peut même prévenir en partie certains cancers, etc. Le tai chi, voilà. Le tai chi, ouais. C'est pas un Tai chi, qui a été interdit par le régime communiste. Si, ça je vais y venir, ce sera ma troisième partie. Effectivement, il y a une grande persécution. Hein. Ce sera ma troisième partie et dernière partie, effectivement, plus politique, parce qu'il y a une dimension politique du Tao, du taoïsme hein, aussi. Effectivement, j'y viendrai. Donc, troisième type d'approche thérapeutique dans le taoïsme, de pratique donc, taoïste, c'est tout ce qui est lié effectivement à la respiration. En gros, hein, à la respiration, donc technique de respiration, de méditation taoïste qui existe aussi. Ce que je viens de dire, les arts martiaux de l'école interne, ce sont des mouvements, on respire, on fait des mouvements harmonieux qui créent un bien-être. Et puis le fameux Feng Shui, c'est quand même important, c'est très à la mode. Vous voyez, le Feng Shui, c'est pour permettre aux énergies, il y a des énergies invisibles hein, qui doivent circuler dans les appartements jusqu'à présent occidentaux, les vieilles maisons, c'était trop encombré, il y avait trop de vieilleries, et les Chinois disaient, mais c'est incroyable, alors que si vous prenez les maisons chinoises ou japonaises, en Asie, elles sont beaucoup plus dépouillées, il y a beaucoup moins de meubles, il y a plus d'espace. Et puis bon, après il y a des orientations particulières selon les points cardinaux, il vaut mieux dormir la tête, on dit la tête au sud, il ne faut surtout pas dormir la tête au nord, parce que le sud c'est plus chaud que le nord, on attrape froid à la tête, etc. Il y a plein de petits trucs hein, à connaître, vous faites des petits déplacements de lit, ça peut suffire déjà. Il faut éviter, par exemple, c'est lié aussi aux 5 éléments, hein, dans le taoïsme, le Feng Shui est lié aux 5 éléments, il faut éviter que le fer, que le feu soit trop près de l'eau, parce que le feu c'est l'ennemi de l'eau, donc en général dans les restaurants on est en train de changer, mais on met toujours les toilettes sont trop proches des cuisines, c'est pas bon. Il faudrait éviter effectivement le rapport entre l'eau et le feu. Tu me rappelles les 5 éléments chez les Chinois. Oui, alors il y en a 5, il n'y en a pas 4. Oui, il n'y a pas juste, il y en a en plus, la terre est divisée, chez nous on a donc l'air, la terre, l'eau et le feu. Les Chinois ont la même chose, sauf qu'ils vont diviser la terre en deux entre le métal, parce que dans la terre il y a beaucoup de métaux, et le bois. Voilà. Mais les autres existent quand même. Voilà. Par contre, le bois et le métal, c'est très bien de les marier. Hein. D'ailleurs, on voit souvent aujourd'hui dans les appartements, vous avez souvent du métal et du bois, et ça se marie très bien. Ça s'entend très bien. Vous voyez, il y a des choses qui s'entendent bien et des choses qui ne s'entendent pas bien. L'eau et le feu, bon, ce sont des ennemis. Il faut pas trop les mettre l'un à côté de l'autre. Il faut laisser des espaces, il faut laisser l'énergie circuler. Par exemple, vous voyez, cette salle, on ne l'a pas fait exprès, mais au niveau, peut-être que Yves l'a quand même fait exprès, mais elle est pas mal au niveau Tao, ouais. Ça circule bien, c'est pas scolaire. Le pire, c'est la salle d'école. C'est nul pour un taoïste. Moi, c'est trop fatigant, mais parfois avec mes élèves, je fais ranger les tables et dire, on enlève ça, c'est une personne de la visiter. Ou alors, c'est plus simple, je dis, prenez votre chaise, on va dehors quand il fait beau. Et là, ils participent beaucoup plus. C'est incroyable, ça change tout, l'espace. Mais on est complètement en retard en France. Hein. Il faudrait complètement taoïser l'enseignement. Je suis sûr qu'on aurait de meilleurs résultats. On n'aurait pas tous les échecs qu'on a. C'est tout bête, mais il suffirait de disposer les salles différemment. Parce que là, le côté scolaire, ça met une barrière. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart, c'est pas pour ça que les choses vont forcément beaucoup mieux, mais la plupart des administrations ont compris le truc quand même, sauf l'éducation nationale qui est toujours en retard. Mais dans les banques, dans les postes, en général, vous avez des espaces ouverts, c'est plus agréable. C'est quand même beaucoup plus agréable qu'avant, ces petits bureaux coincés comme ça. Même Pôle emploi. Même Pôle emploi, oui, même Pôle emploi. On se sent mieux accueilli. Voilà. C'est vrai qu'à l'approche dans les banques, c'est mieux d'ici. C'est mieux qu'avant. Parce qu'ils ont tenu compte des principes du taoïsme, hein, c'est réel. Alors, petite plaisanterie. Alors que les écoles sont restées caporalistes. Oui, exactement. Très rigide, très cartésienne. Voilà, et Napoléonien. Et ça tue la motivation. Fonctionnaire. Les taoïstes ont 1000 fois raison là-dessus. D'ailleurs, pour la petite histoire, et là je fais ma transition avec la partie un peu politique, il y a plein d'autres choses à dire, mais on peut être trop long, hein, il y a du temps pour le débat. Les Chinois, un grand architecte taoïste, spécialiste de Feng Shui chinois, disait que Bercy c'est une catastrophe sur le plan du Feng Shui, parce qu'on a mis les finances publiques à cheval sur la Seine. Il y a un petit bout de Bercy. C'est joli hein, d'ailleurs, mais on dit mais c'est terrible, ça veut dire que ça ne m'étonne pas qu'il y ait tellement de gaspillage de l'argent public en France. On est les champions du monde, paraît-il, parmi les champions.
Parce que on jette l'argent, on jette les billets par la fenêtre et dans la Seine, quoi. Ça coule, quoi. L'argent était Pas dans la Seine. L'argent fout le camp. C'est une image, mais finalement, il n'a peut-être pas tort. L'argent fout le camp, quoi. Le camp, l'argent Non, plonge. mais c'est vrai que de voir la Seine couler, inconsciemment, ça peut inspirer nos financiers à gaspiller l'argent. Exactement. Ah oui, il y a tout ça, il y a l'inconscient aussi, il y a tout Il y a ça. pas besoin de les stimuler. Hein. Par contre, les Chinois n'ont pas toujours été plus malins que nous. Il paraît qu'ils ont fait un métro à l'époque, à Pékin, qui n'était pas du tout conforme au Feng Shui. Puis ce grand architecte Feng Shui, du Feng Shui, je crois que c'était même, superstar en Chine, je ne sais plus comment il s'appelle, il a dit ça va pas du tout. Ça va pas du tout, il faut. Les gens vont pas être bien, il y aura plein de problèmes, ça va peut-être être même dangereux. Il a fait reconstruire, ça a coûté une fortune, hein. Il a fait reconstruire le métro uniquement à cause des principes, il n'y a pas très longtemps, à cause des principes du Feng Shui. Comme quoi ça peut aller Feng Shui même. très loin. Et justement, tu as parlé du Tao pratique. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui parle de la diététique, de la médecine, des techniques respiratoires, tout ça, ou bien... Ah, ça se Ah, trouve, oui, ça oui. se trouve. Non, mais Allez à la est-ce- FNAC, mais est-ce que tu as des références développement précises personnel, taoïsme. Non, est-ce que tu as des références précises? Alors, bon, comprendre le Tao, mais alors moi c'est un petit peu aussi sur la théorie et la pratique. La pratique, hein, c'est-à-dire Ah, sur la médecine, pratique. et respiration, méditation. Non, malheureusement, parce qu'il y en a trop. Il y a tellement de Il y en a livres. trop. Il y en a trop. Je n'en connais pas un particulier. J'ai dû en lire quelques-uns, Il y a j'ai le- oublié les titres. Oui. Il y a le fameux. La marque sur les Non, non, mais il y a le fameux classique là que Jung avait commenté, le livre de la fleur d'or, La qui fleur parle d'or. un petit peu de ces techniques de. Oui, oui, effectivement. Tu me donneras des références tout à l'heure. Oui. Le livre Le Sur secret de la Internet. fleur d'or. Le secret de la fleur d'or, simplement. Ça, c'est sur la réalisation personnelle. Il y a un travail qui est lié à Jung. Il avait commenté d'ailleurs très magistralement ce livre-là. Mais il parle alors de la diététique, de la médecine. Il parle